Et merci pour l'invitation. C'est un grand honneur de parler pour les journées Sciences et Musique. Et du coup, je vais vous parler de cerveau musical. En particulier, je vais vous parler de musique intérieure. Donc, c'est musique qu'on a dans la tête, qu'on imagine dans la tête. Alors, avant de parler de musique intérieure, on va parler de cerveau et de musique de manière un peu générale. Et il y a une littérature vraiment grandissante dans les 15 dernières années, et notamment une littérature accessible, grand public, toute une série de livres qui a été publiée, qui sont tous les uns les plus intéressants que les autres. J'ai voulu en citer quelques-uns au cas où vous ne les connaissiez pas et que c'est un sujet qui vous intéresse, vu que c'est le thème aussi de la journée, hein, la musique et cerveau. Donc je pense un des premiers livres qui a vraiment lancé l'intérêt du grand public dans ce domaine, c'est le livre d'Oliver Sacks, Musicophilia. Oliver Sacks était neurologue. Il est décédé il y a quelques années, en 2015. Et c'était un neurologue donc, américain qui s'est beaucoup intéressé à ce problème-là, à l'effet de la musique sur le cerveau en général, sur des patients, mais aussi de manière très, très, très générale. Il fait un gros travail là-dessus. Et je ne vais pas tous vous les décrire, hein, mais juste si vous voulez noter quelques références là-dessus, je pense qu'il y a vraiment des choses qui sont particulièrement pertinentes. Plus en accord avec le thème d'aujourd'hui, il y a le livre d'Elisabeth Margulis qui parle vraiment de la répétition de la musique dans la tête, qui donne un peu des théories sur ce qui se passe. Des livres qui ont été écrits avec des musiciens aussi, dont le livre avec Pierre Boulez et Philippe Manoury, qui sont deux compositeurs, et Jean-Pierre Changeux, qui est neuroscientifique. Donc il y a vraiment tout un intérêt à essayer de comprendre pourquoi la musique, donc c'est le titre du livre de Francis Wolff justement, pourquoi la musique est aussi importante dans nos vies, quel est l'effet de la musique sur le cerveau, est-ce que la musique peut nous aider, est-ce que la musique peut nous faire du mal, donc tout un tas de choses qu'on sait, en fait, c'est aussi une des raisons de l'existence de la journée Sciences et Musique, on sait que la musique est omniprésente. Mais si on rentre un peu plus en détail dans cette question, on peut se poser vraiment cette question, pourquoi est-ce qu'on aime tellement la musique? Donc la musique, elle joue un rôle, depuis la nuit des temps, dans la société, un rôle rituel. On avait dans des sociétés anciennes, encore dans certaines sociétés aujourd'hui, la musique qui joue un rôle à certains moments de la vie. Donc il va y avoir des musiques spécialement composées ou des styles d'interprétation de folklore musicaux, on va dire, pour les mariages, pour les moments de la vie importants, des passages particuliers, des moments heureux, des moments tristes. Et dans notre société moderne, la musique a pris un rôle un peu plus omniprésent par la radio, par la diffusion, par le format numérique, par le streaming, etc. Donc la musique est partout. Et on peut imaginer qu'en effet, elle a une influence assez grande sur l'ensemble de la population, au moins dans les mondes occidentaux en tout cas. Elle joue ce rôle social et rituel parce qu'on a pu montrer maintenant que la musique a vraiment un effet sur les émotions. Donc j'ai mis sur l'humeur, mais on parle de manière un peu plus générale d'effet sur les émotions. Alors ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire utiliser la musique pour se mettre dans un certain état. Par exemple, peut-être, si vous allez dans des salles de sport, vous fréquentez un peu des salles de fitness, il va y avoir de la musique énergique pour essayer de motiver les gens. Et si vous faites de la méditation, on va pas utiliser le même genre de musique pour essayer de mettre les gens dans un certain état. Donc c'est de ce genre de choses-là dont je veux parler, mais également du fait que juste la situation d'écoute de musique attentive, classique, on va dire quelqu'un qui va écouter son morceau préféré, ça va lui donner la chair de poule, c'est aussi un effet particulièrement fort qui a également été étudié par la littérature de neurosciences cognitives. Et c'est une idée que je trouve qui est particulièrement intéressante, c'est donc ce troisième point sur ce que j'appellerais la construction de l'identité. Et ça va en fait ensemble avec les deux autres points. C'est-à-dire que si on regarde à l'échelle d'une vie entière, le fait que la musique joue un rôle à certains moments de la vie et va être utilisée à différents moments pour se mettre dans un certain état, pour aider, pour booster certaines choses, des capacités cognitives, va faire que potentiellement on va pouvoir s'identifier à la musique. On va pouvoir construire une histoire, construire une identité qui est en lien avec la musique. Pour donner un exemple personnel, je peux vous raconter beaucoup de choses reliées à mon histoire personnelle tous les 2 ou 3 ans qui correspondent à la date de sortie des nouveaux albums de mon groupe préféré. Donc je sais exactement où j'étais, je peux vous raconter ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là, dans quelle ville j'habitais, quel niveau de diplôme j'étais en train de passer, etc., etc., etc. Donc c'est vraiment ce rôle de construction de l'identité. On va y revenir un peu plus tard, quand on va parler des pensées en lien avec la musique.
Et pour finir, récemment, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'effets positifs et thérapeutiques liés à la musique. On peut parler quelque part de musicothérapie. Donc c'est une discipline qui a commencé à prendre un certain essor. Mais en particulier, je citerai juste 2 exemples. C'est l'exemple de la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Donc notamment dans la maladie d'Alzheimer, il y a des exemples très impressionnants de personnes atteintes de la maladie qui sont quasiment inactives, inertes, qui ne sont plus capables de parler, qui ne sont plus capables de se souvenir de quoi que ce soit, dans leur mémoire à court terme, qui ne reconnaissent pas leurs proches, par exemple. Et en leur présentant, en leur faisant écouter la musique de leur enfance ou de leur adolescence, donc des moments très importants dans la construction d'identité, ça va les réactiver, ils vont se mettre à chanter, ils vont se remettre à parler tout d'un coup. Et donc il y a des exemples vraiment documentés là-dessus, c'est un sujet d'étude. Pour ce qui est de la maladie de Parkinson, la musique est utilisée pour la rééducation motrice, notamment la rééducation de la marche. Et il semblerait en fait que le rythme ait un effet sur la maladie de Parkinson. Donc voilà un peu pour cette introduction très générale sur le rôle de la musique. Donc, moi je suis neuroscientifique, donc j'essaie de poser la question. Si on regarde ça avec un angle neuroscientifique, que peuvent nous apprendre en fait les neurosciences, donc la structure du cerveau, la connectivité du cerveau, pour répondre à ces différentes questions. Donc si on revient un petit peu très globalement, on va dire aux bases neurales de la perception musicale. Donc perception musicale, évidemment il faut parler de perception auditive. Donc ceci est un schéma un peu simplifié de perception auditive de base. Le son arrive dans les oreilles, fait vibrer les tympans. Les tympans vont vont communiquer avec la cochlée, donc à l'intérieur de l'oreille interne, qui va générer des impulsions électriques. Donc il y a cette espèce d'organe en forme d'escargot. Et ces impulsions électriques vont aller dans des noyaux centraux qui sont au niveau du tronc cérébral. Donc le tronc cérébral, c'est vraiment ce qui est en haut de la colonne vertébrale. Donc il y a différents noyaux qui portent des différents noms, le noyau cochléaire, le colliculus inférieur, supérieur, etc. Pour arriver enfin dans le thalamus. Donc le thalamus, il est au centre du cerveau, il est en dessous du cortex, il est vraiment en plein centre. Puis, pour finir, à être projeté par ce qu'on appelle les cortex auditifs. Et les cortex auditifs sont dans le lobe temporal. Donc c'est à peu près à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment la perception sonore, la perception auditive de bas vers le haut, quand donc vraiment le son qui vient de l'oreille qui arrive jusqu'au cortex auditif. Et ce qui se passe ensuite, c'est qu'à partir du cortex auditif, le son va être reprojeté dans tout un tas de régions. Donc si on prend par exemple un cas du violoniste qui joue son instrument, donc il y a évidemment son cortex moteur qui est activé parce qu'il est en train de jouer, donc il a besoin de bouger. Donc c'est le cortex moteur qui envoie des signaux via la colonne vertébrale aux différents membres, aux bras, etc. Et en fait, le son lui revient par le cortex auditif et va être reprojeté à différents endroits. Donc là, j'ai montré je montre le cortex moteur parce que le même violoniste, si on lui fait écouter un morceau qu'il connaît, le son de la musique va le faire activer le cortex moteur ou au moins certaines zones prémotrices qui sont dans le cortex moteur. Donc c'est un effet assez intéressant qui montrerait qu'en fait il suffit d'entendre quelque chose dont on sait les mouvements nécessaires pour le produire pour avoir cette activation dans les cortex moteurs. Donc c'est une des propriétés intéressantes qui a été trouvée déjà il y a une petite vingtaine d'années. Et le cortex orbitofrontal, donc qui est vraiment juste au-dessus des yeux, son rôle est principalement, une des choses dans lesquelles il est impliqué, c'est dans les émotions. Donc ce modèle simplifié montre qu'en fait, à partir des sons qui sont représentés dans le cortex auditif, ça va projeter en fait sur plein d'autres zones dans le cerveau qui vont peut-être permettre de générer les émotions en lien avec la musique. Une autre chose intéressante dont je vais vous parler, parce que je vais y revenir après, c'est qu'en fait, le fait de percevoir et d'imaginer la musique, donc de faire de l'imagerie mentale de la musique, semblerait activer des zones qui sont en partie communes, mais pas uniquement. Donc là, ce que vous voyez sur cette image, c'est en fait un résultat d'une étude qui montre l'activation cérébrale lorsque les gens écoutent de la musique ou qu'ils imaginent de la musique. Donc en rouge, vous avez la condition d'écoute, en bleu, vous avez la condition d'imagination, et en vert, vous avez l'intersection, en quelque sorte, entre les deux. Et donc vous voyez qu'il y a une espèce de zone très large qui correspond à l'écoute, et la zone verte, donc qui est la zone commune avec l'imagination, est beaucoup plus petite, et elle semblerait correspondre plutôt au cortex auditif secondaire, alors que l'écoute pure serait cortex primaire et secondaire. Donc c'est un point important sur lequel j'aurai l'occasion de revenir après. Pour en revenir un petit peu aux émotions, si on regarde les émotions beaucoup plus généralement dans le cerveau,
Les émotions en fait sont représentées à beaucoup d'endroits différents. Donc il y a des noyaux centraux, il y a des zones du cerveau très centrales comme l'amygdale, comme le cortex orbitofrontal, ou d'autres zones qui sont vraiment au milieu, au centre du cerveau, comme le cortex cingulaire, qui en fait, c'est un réseau très complexe des émotions. C'est pas juste une seule zone qui est responsable des émotions. Et il y a une étude qui a été réalisée qui fait une espèce de comparaison entre la musique plaisante et la musique déplaisante. Alors, ça peut évidemment être critiqué, parce que qu'est-ce que de la musique plaisante? Une musique qui va être plaisante pour certains n'est pas forcément pour tout le monde, etc. Ce qui précisément a été comparé dans cette étude, c'est en fait une méta-étude qui résume le résultat de plusieurs études, c'est une méta-analyse, qui montre en fait les zones qui seraient davantage activées dans la musique tonale face à de la musique atonale. C'est-à-dire la musique plutôt à consonance harmonique, où on arrive à comprendre la tonalité, donc dans un contexte occidental assez prédictible, face à de la musique qui aurait été modifiée pour qu'elle soit perçue comme étant, entre guillemets, déplaisante. Donc avec des manipulations qui la rendent plus... avec des manipulations sur le spectre qui la rendent un peu dissonante, ou même juste des choses très... des inversions, des choses qui ne sont pas censées être naturelles dans le son. Et donc il semblerait qu'il y ait des zones du coup, qui font partie non seulement des cortex auditifs, mais aussi de zones associées aux émotions, qui donc répondent davantage dans la musique plaisante. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que, pour en résumer de cette première partie, la musique stimule un vaste réseau cérébral. C'est-à-dire que ce n'est pas juste les cortex auditifs, mais c'est un engagement de tout un réseau de neurones, de tout un réseau distribué dans le cerveau, qui est nécessaire pour non seulement entendre, mais également comprendre, avoir des émotions et peut-être prédire ce qui va se passer. Si jamais on est musicien, il va y avoir aussi des choses qui vont impliquer le système moteur, etc. Donc, cela conclut cette première partie. Maintenant, j'ai envie de poser la question, que se passe-t-il quand la musique s'arrête et que notre esprit commence à voyager? Alors, pourquoi cette question? Donc, comme vous le savez, le thème de la conférence, c'est les musiques intérieures. Donc, c'est le fait d'avoir de la musique dans la tête. Et avant de passer directement à la musique, donc à l'imagination musicale telle qu'on appelle des fois vers d'oreille en français ou earworms en anglais, et je ne connaissais pas l'esprit musique velcro. Claire, c'est toi qui... Ah, merci. Musique velcro en français du Québec. Donc. Avant de parler de la musique velcro, donc, je voudrais vous parler en fait de l'esprit vagabond. Alors l'esprit vagabond, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on connaît tous, hein, c'est le fait d'avoir ces pensées qui voyagent. Donc c'est quelque chose qui rythme notre vie consciente. On estime qu'on a une très grosse proportion de nos pensées conscientes, notre vie consciente, lorsqu'on est éveillé, qui est en fait l'esprit, qui est en fait ce voyage des pensées. Donc on peut appeler ça de différentes manières, hein, donc l'esprit vagabond, mind wandering en anglais, les pensées autogénérées, la rumination. Il y a différents mots qui sont plus ou moins synonymes, qui ont des connotations plus ou moins positives. Donc il y a une très grande partie de notre vie consciente qui est en fait ces pensées internes. C'est-à-dire qu'on n'est pas spécialement en train de faire attention à l'environnement extérieur, mais on est en train de penser à des choses internes. Alors à quoi est-ce qu'on pense? Il y a toutes des formes et des contenus très variés de ces pensées. Donc là, on a un petit peu l'impression d'enfoncer des portes ouvertes en disant ça, mais la recherche est assez récente en fait en neurosciences cognitives sur le sujet des pensées spontanées, parce que c'est un sujet qui semble échapper à la démarche scientifique, alors qu'en fait on a réussi à le mettre en évidence scientifiquement aujourd'hui. Donc à quoi est-ce que les gens pensent? Les gens pensent à peut-être d'autres personnes, ils pensent à un dialogue, on va penser à ce qu'on va faire le soir, on va penser aux vacances, on va penser à des souvenirs, des choses qui nous sont arrivées plus tôt, et on va évidemment potentiellement penser à de la musique. Donc ça veut dire quoi penser à de la musique? Ça veut dire avoir une boucle de musique dans la tête. Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc on peut se poser la question pourquoi notre cerveau fait cela? Pas juste la musique, hein, pas juste l'imagination musicale, mais pourquoi le cerveau engage son énergie, dépense une énergie considérable, parce qu'on parle d'une très grande majorité de nos pensées conscientes. Donc ça veut dire qu'il y a l'énergie qui est générée par le corps, par l'oxygène qu'on respire, etc., elle est utilisée pour générer des pensées internes. On peut se demander pourquoi on fait tout ça. Donc il semblerait déjà qu'il y a des zones du cerveau qui sont très particulières, que j'ai représentées ici, ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut, qui en fait serait ce réseau de neurones. Donc c'est un ensemble de zones qui sont activées ensemble au repos,
C'est-à-dire qu'elles sont activées ensemble quand on fait rien, ou au moins quand on pense ne rien faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'exécuter une tâche, on n'est pas en train de lire quelque chose, on est juste replié sur soi-même, en train de rien faire. Et donc il y a des zones qui s'allument. Donc le cerveau n'est jamais actif, le cerveau n'est jamais inactif, pardon. Le cerveau n'est jamais vraiment au repos, le cerveau est toujours actif, il y a toujours une grande activité. Donc pourquoi cette activité? Donc nous on va s'intéresser au cas particulier de la musique. Donc le cas particulier de vous êtes dans le train, vous regardez par la fenêtre et tout d'un coup vous avez une musique qui vient dans la tête. Alors, les petites musiques intérieures, on va les appeler, donc je dis on les appelle de temps en temps les vers d'oreille. Moi j'aime pas trop cette expression vers d'oreille. C'est juste la musique dans la tête, je pense que tout le monde comprend quand on parle. C'est l'avantage du français, on peut faire des périphrases. Donc, c'est en définition qu'on peut donner, c'est un court extrait de musique se répétant à notre insu, sans contrôle conscient. Donc c'est un phénomène qui est très courant. Je ne vous vois pas très bien, mais si je vous demandais de lever la main, si ça vous est déjà arrivé, je pense qu'on a une grande majorité... On peut essayer, hein, je vois la lumière qui... Ok. Est-ce que je peux avoir une lumière publique? Ok, donc levez la main si vous avez eu ça dans les 3 derniers jours. Ok, dans la dernière semaine? Dans le dernier mois? Bon, on peut arrêter là. Il y a une étude qui a été faite sur 10 000 personnes qui montrerait qu'en fait plus de 90% de la population aurait cette expérience au moins une fois par semaine. Donc c'est quelque chose qui est très courant. Et bon, c'est une expérience qui avait été faite dans un pays donné, mais ça a été reproduit. À chaque fois qu'on fait des études, on essaie de mesurer en fait cette fréquence, à quelle fréquence arrive ce phénomène, et ça arrive en effet très souvent. Une des premières questions qui s'est posée dans la littérature, où on a essayé de mesurer ça de manière très, très scientifique, c'est comment est-ce que ça commence? Comment est-ce qu'une musique dans la tête démarre? Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui trigger? Donc, quels sont les triggers? Donc, quels sont les déclencheurs? Alors, apparemment, donc, il semblerait que le déclencheur le plus répandu, donc le plus fréquent, c'est le fait d'avoir entendu précédemment la musique. Bon, c'est un petit peu décevant, dans le sens que ça paraît un peu évident. Donc vous avez entendu quelque chose avant, donc voilà, il y a la musique, vous l'avez entendu au casque, vous l'avez peut-être entendu en passant dans un magasin, ça passait à la radio, et 1 heure plus tard, vous avez la musique dans la tête. Donc évidemment, ça dépend beaucoup des gens, mais il semblerait quand même que c'est le déclencheur le plus fréquent, le plus courant. C'est juste le fait d'avoir entendu, il n'y a pas très longtemps, ça peut vouloir dire différentes choses, hein, mais... Donc il y a évidemment des contre-exemples, hein, il y a des gens qui... Il y a des cas un peu mystérieux on se met à imaginer, à penser à une musique, avoir une musique dans la tête qu'on n'a pas entendue depuis 20 ans. On a évidemment plein d'anecdotes, c'est sans fin. On a plein de choses là-dessus. Un autre déclencheur, c'est les états d'attention basse. Donc en fait, on parle de quoi? On parle d'états où on n'est pas spécialement concentré sur quelque chose, par exemple en allant se coucher, ou en étant un petit peu fatigué, ou en se réveillant le matin. Bon. Donc c'est un état d'activation, d'éveil, en fait un état d'éveil faible. Un faible état d'éveil, qui en fait aurait tendance peut-être à faciliter l'esprit vagabond, donc le fait d'avoir des pensées spontanées, et qui faciliterait également l'apparition de ces musiques intérieures. Un autre déclencheur, ce serait les associations de mots, ou les associations d'idées, de concepts, qui vont en fait vous faire penser à une musique qui va vous la déclencher. On va faire un exemple juste après. Et les émotions. Donc il y a aussi des cas reportés. Hein. Donc tout ça, tout ce que je vous dis là, en fait, ça vient d'une étude où les gens, sur Internet, c'est une étude sur Internet où en fait les gens sont amenés à décrire simplement de manière textuelle, en écrivant un petit paragraphe sur qu'est-ce qui a déclenché la musique dans la tête, s'ils le savent, évidemment. Donc on a derrière ça en fait des centaines, des milliers d'exemples décrits en fait textuellement. Donc pour ce qui est des associations d'idées, donc si je vous présente ces mots-là, vous avez probablement... Bon, après, je voulais pas faire un mélange entre les deux morceaux, mais ça peut faire quelque chose d'assez étrange. Je crois que normalement, ça devait apparaître un par un. C'est mon animation qui a pas marché. Donc, mais j'aime bien jouer aussi avec l'imagination de l'audience. Donc si vous avez un mélange de ces deux morceaux-là dans la tête, maintenant, il y a des exemples un peu plus indirects, si je vous présente cette image-là. C'est James Bond. Donc voilà, on va avoir juste une image qui va nous faire penser à une musique, ou alors juste, évidemment, les mots des paroles les plus marquantes dans un morceau, ça marche souvent très très bien
Et il y a des exemples beaucoup plus complexes, des associations très bizarres sur... je crois qu'il y avait un des exemples, c'était donc ça se passait au Royaume-Uni. Hein. Il y avait une femme qui disait qu'à chaque fois qu'elle voyait le Premier ministre à la télé, elle se souvenait d'un discours qu'il avait eu dans lequel il y avait une phrase qui ressemblait à une musique et ça lui faisait penser à cette musique-là. Donc des choses un peu élaborées de ce genre-là. D'autres exemples du type, à chaque fois que je passe un moment stressant, j'ai les variations Goldberg dans la tête pendant 3 jours. C'est vraiment des choses très très diverses. Vous avez peut-être des exemples personnels. Bon, vous voyez un petit peu le genre de choses. Alors on va faire une petite parenthèse sur le tempo. C'est aussi une des choses qu'on a regardées. Donc c'est, en fait, la question c'est la suivante, c'est, on est capable d'imaginer de la musique, certes, mais est-ce qu'on l'imagine bien? C'est-à-dire quelles sont les caractéristiques de ce qu'on entend dans notre tête, est-ce qu'elles correspondent à la réalité? Est-ce qu'elles correspondent aux vraies caractéristiques? Donc une des choses qu'on peut tester facilement et qu'on a testé, c'est le tempo. C'est-à-dire c'est la vitesse, donc la vitesse de la pulsation de la musique. Donc déjà on peut le tester sur ce qu'on appelle l'imagerie mentale volontaire. Donc on va faire l'expérience suivante. Si je vous demande d'imaginer donc ce morceau-là et d'imaginer la vitesse à laquelle il est, donc le tempo de ce morceau-là. Donc si je vous demande d'imaginer vous êtes à un concert de Triane et vous entendez enfin, il y a ce morceau-là, essayez de vous imaginer ça et donc de frapper dans les mains à la vitesse à laquelle c'est censé être. Donc est-ce qu'on peut essayer? Ok, donc bah, à vous, allez-y. Ok, merci. Maintenant, on va voir si vous étiez à peu près dans les clous. Hop. Alors, ça déconne, pardon. On commence. Bon, c'était pas mal. C'est à peu près la bonne vitesse. C'était un petit peu plus lent, je dirais. Bon, après, j'ai entendu que 3 ou 4 personnes. Après, si tout le monde le fait en même temps, il y a un effet d'entraînement, donc bon. Bon, bref, on a fait une expérience, on s'est rendu compte qu'en effet, la mémoire du tempo était assez bonne. Mais attention, là, je vous ai demandé d'imaginer ce morceau-là. C'est pas vraiment de l'imagerie spontanée. Donc, qu'est-ce qui se passe en imagerie spontanée? Donc, en imagerie spontanée, en fait, on a fait une expérience pour essayer de voir si les gens, si on leur demandait pas, est-ce que les morceaux qu'ils avaient tendance à avoir dans la tête étaient au bon tempo. Alors, vous devez vous demander, mais alors comment est-ce qu'on peut tester ça de manière naturelle, écologique? C'est pas évident. Ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a fait une expérience où on a fait une expérience dans la vie quotidienne des gens, où on leur a donné un bracelet comme une montre, avec un accéléromètre. On leur a donné un petit livret. Et donc l'expérience durait 3 jours. Et pendant 3 jours, à chaque fois qu'ils avaient de la musique dans la tête, ils devaient en fait taper le tempo de la musique sur le poignet, sur le bracelet. Et du coup, ça enregistrait pendant 3 jours. Ils devaient remplir un petit questionnaire sur la musique qu'ils ont imaginée. Donc c'est spontané, hein, c'est eux qui ont... C'est la musique venait d'eux-mêmes, hein, on leur a pas du tout dit quelle musique imaginer. Et ils remplissaient un petit questionnaire sur l'état émotionnel. Et on s'est rendu compte, en fait, en analysant les données derrière, donc on regardait le tempo des musiques, et la seule chose qu'on a trouvé qui ressortait, c'est qu'en fait, il y avait un lien entre l'état d'éveil, donc ce dont j'ai parlé plus tôt, hein, sur l'état d'attention basse ou attention haute, donc le fait d'être dans un état très énergique, où on est en train de marcher, de faire une activité, on va dire, qui engage beaucoup d'énergie, versus un état d'éveil bas, qui est un état où on est quasiment en train d'aller se coucher, où on vient de se réveiller. Il y a une corrélation assez forte entre le tempo et l'état d'éveil. C'est-à-dire que quand on est dans un bas état d'éveil, on va avoir des musiques plus lentes dans la tête. Quand on est dans un haut état d'éveil, on va avoir des musiques plus rapides. C'est une parenthèse qui en fait dit quelque chose sur l'imagerie spontanée que je voulais mentionner. Donc il y aurait un lien entre état émotionnel et musique intérieure. Par contre, les choses des fois peuvent tourner assez mal. Donc il y a un tiers des épisodes de musique intérieure, donc de musique spontanée, qui est considéré comme dérangeant. Donc évidemment, vous avez aussi pas mal d'anecdotes, soit de vous-même, soit d'autres gens, qui disent « Ah, j'en peux plus, ça fait toute la journée, j'ai eu cette boucle. » C'est pas un morceau, en plus, c'est juste un petit bout d'un morceau, et ça peut être vraiment pénalisant. Donc il y a, dans des cas très très extrêmes, des liens en fait, entre ce côté dérangeant des vers d'oreille et des obsessions, comme les TOC, hein, les troubles obsessionnels compulsifs. Et donc on appelle obsession musicale en fait, des cas extrêmes de gens qui ont pendant une année entière le même morceau dans la tête. Donc je vous assure, on reçoit des emails, encore aujourd'hui,
enfin j'en reçois à peu près 1 ou 2 par an, de personnes qui sont à ce point-là désespérées pour nous écrire, pour dire j'ai vu votre recherche, moi j'ai la même musique dans la tête depuis plusieurs années, je ne sais pas quoi faire. Donc évidemment, on n'a pas la réponse. Mais ça existe. Donc c'est vraiment quelque chose qui existe, quoi. On n'a pas d'estimation de combien, mais ça existe. Alors comment se débarrasser d'un verre d'oreille? C'est aussi peut-être une question que vous vous posez probablement. Alors il y a des stratégies qui sont prévisibles, hein, donc il y a des choses qu'on peut tester, c'est d'essayer d'écouter une autre musique pour remplacer celle que vous avez en tête par une autre. Il y a aussi une stratégie qui consiste à imaginer un autre morceau. Et il y a aussi des choses qui vont... le fait juste de parler, parce qu'en fait, le fait de parler, ça occupe votre système auditif, parce que vous entendez votre propre voix, et vous avez une autre personne qui vous parle, donc vous écoutez ce qu'elle dit. Donc, le moment où vous parlez, normalement, vous n'imaginez plus vraiment la musique. C'est au moment où vous arrêtez de parler qu'elle revient. Donc c'est assez difficile d'avoir à la fois de la musique dans la tête et de faire une activité qui implique l'audition. Ou juste se distraire, j'ai mis parler, se distraire, donc si vous avez quelque chose qui engage suffisamment votre attention, c'est possible que ça, au moins pendant un moment, que ça supprime en fait le verre d'oreille. Donc là aussi, on a fait une étude où on a demandé aux gens quelles sont vos stratégies pour supprimer les verres d'oreille. Il y avait des choses un peu plus surprenantes. Il semblerait qu'il y ait certains morceaux particuliers qui soient des tueurs de verres d'oreille. Alors, je ne serais pas capable de vous dire lesquels sont en France, mais au Royaume-Uni, il semblerait qu'il y a quelques morceaux particuliers qui sont utilisés. Je ne sais plus lesquels précisément, mais je crois qu'il y a God Save the Queen, notamment, ce qui est assez rigolo. Et d'autres stratégies qui sont vraiment surprenantes, c'est les 2 dernières que j'ai mis là, boire à la paille et mâcher un chewing-gum. Donc il y a une étude sur le fait de mâcher un chewing-gum, j'ai la référence tout à la fin. Toutes les images, tout ce que vous avez vu, j'ai évidemment toutes les références à la fin, si vous voulez, si vous êtes intéressé. Et boire à la paille, c'est pareil, on ne sait pas exactement, mais en fait le fait de boire à la paille, ça implique quelque part le système articulatoire, comme quand on est en train de parler. Donc c'est peut-être pour ça que ça pourrait aider à supprimer les verres d'oreille. Et une dernière question que je voudrais poser, c'est est-ce qu'il y a des différences entre les gens? Donc, on imagine bien que oui, on n'a pas tous la même expérience d'imagerie spontanée, on n'a pas tous la même vie mentale, on n'a pas tous les mêmes pensées, heureusement, sinon on serait tous pareils. Donc il y a en effet des différences entre individus, donc sans les détailler là, mais il y a des choses évidemment qui sont en lien avec le fait d'être musicien ou le fait d'être particulièrement intéressé par la musique va jouer sur la fréquence, sur la longueur et sur la durée des épisodes que vous avez. Il semblerait, enfin, en tout cas il y a des corrélations, c'est toujours pareil, on ne connaît pas le lien de cause à effet, hein, ça reste des corrélations. Il y a des corrélations avec les traits de personnalité, donc c'est-à-dire des choses qu'on peut mesurer comme le fait d'être particulièrement ouvert d'esprit, corrélation avec certains symptômes dépressifs, des choses, symptômes dépressifs sous-cliniques, donc pas les vrais dépressifs, mais juste le fait d'être un peu anxieux ou névrosé. Il y aurait des corrélations également. Il y aurait des corrélations avec l'âge. Il semblerait qu'il y en aurait moins avec l'âge avancé. Et une des questions auxquelles on s'est intéressé, et notamment une étude que j'ai menée personnellement quand j'étais à Londres, c'est les différences liées à l'anatomie du cerveau. Donc est-ce qu'on arrive à relier les différences individuelles sur cette expérience d'avoir la musique dans la tête avec l'anatomie du cerveau, donc la morphométrie précisément. Donc c'est une étude en IRM, donc c'est une IRM telle que vous trouvez dans un hôpital, sauf que là c'est des IRM qui sont spécialisés pour la recherche. Donc cette étude elle a été faite à Cambridge, mais les données ont été analysées à Londres, moi j'étais à Londres. Et donc c'est un questionnaire sur la quantité et la qualité des verres d'oreille. Donc ce que j'appelle quantité et qualité. Alors, quantité, c'est simplement la fréquence, c'est-à-dire, de manière très générale, est-ce que vous avez des verres d'oreille une fois par jour, ou en continu, c'est-à-dire ça ne s'arrête jamais, une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois, ou jamais, il y a des gens qui répondent jamais. Ça, c'est la quantité. Il y a aussi la taille des épisodes, c'est-à-dire quand vous avez une musique dans la tête, est-ce que ça dure 1 heure, ou 2 heures, ou plus de 10 heures, etc., ou juste quelques minutes. Il y a aussi la longueur de la boucle elle-même, c'est-à-dire est-ce que c'est une boucle de 5 secondes, de 10 secondes, etc. Donc ça, c'est des choses vraiment plutôt sur la quantité, sur des aspects du verre d'oreille lui-même, de la musique elle-même, ou sur sa fréquence. Et il y a des choses sur la qualité, c'est-à-dire plus quel est l'effet que ça a sur votre vie, dans le sens, est-ce que c'est quelque chose qui vous aide à vous concentrer, donc il y a une échelle là-dessus qui a été validée, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange, donc c'est le côté négatif. Et donc on a trouvé en effet qu'il y avait des liens entre la quantité, donc la fréquence des verres d'oreille, donc le fait d'avoir des verres d'oreille souvent ou pas, était relié en fait à l'épaisseur corticale dans le cortex auditif, et aussi dans une partie du cortex inférieur frontal droit, ce qui semblerait être
similaires, enfin, dont les régions sembleraient être similaires aux régions que je vous ai présentées précédemment, qui seraient liées à la perception et à l'imagination des sons. Donc c'est relativement rassurant, on se dit que la morphologie du cortex auditif aurait quelque chose à voir avec la fréquence. Donc évidemment, encore une fois, hein, c'est juste une corrélation sur une cinquantaine de personnes, c'est pas non plus c'est pas un lien de cause à effet, c'est pas parce que vous avez un cortex auditif plus gros ou plus fin que vous allez avoir plus ou moins de vers d'oreille. Mais c'est quand même un résultat. Et on a aussi donc une autre, aussi sur la quantité, des zones qui sont reliées aux pensées spontanées qui seraient corrélées donc avec la quantité de vers d'oreille. Donc c'est le réseau du mode par défaut dont je vous ai parlé précédemment, dont la morphologie serait peut-être reliée en fait au vers d'oreille. Et donc on a aussi des choses plus en trait avec les émotions. Donc les émotions négatives, donc le fait d'être dérangé par les vers d'oreille serait relié peut-être à la densité de matière grise cette fois, au volume de matière grise dans le cortex insulaire et certaines parties du pôle temporal. Et le fait d'être aidé par les vers d'oreille, donc d'avoir l'attention qui est mieux focalisée grâce aux vers d'oreille, donc encore une fois c'est le sujet qui déclare ça dans le questionnaire, serait relié à quelque chose qui est en lien au volume de matière grise dans le parahippocampe droit, qui fait partie non seulement du réseau du mode par défaut, mais aussi qui est une zone impliquée dans la mémorisation, semblerait-il, parce que c'est très proche de l'hippocampe. Et donc c'est aussi une zone impliquée dans les émotions de manière générale. Donc voilà un peu pour ces résultats qu'on a trouvés concernant la morphologie. Alors, pour conclure, en fait, je vais faire quelques extrapolations sur pourquoi cette musique dans la tête, quel rôle elle peut jouer. On peut voir ça en fait quelque part comme un espèce d'économiseur d'écran sonique, c'est-à-dire en fait une fois qu'on n'a plus d'input auditif, en fait le cerveau va régénérer quelque chose d'auditif pour quelque part aider à consolider la mémoire de la musique qu'on est en train d'écouter ou qu'on a envie d'écouter ou qui nous dérange. Alors pourquoi est-ce que le cerveau fait des choses qui nous dérangent? Ça c'est un peu plus difficile, mais c'est en lien avec certaines pathologies, en fait, des gens qui génèrent des pensées négatives spontanément et qui n'arrivent pas à s'en débarrasser, donc c'est au final quelque chose qui peut être vu comme similaire. Et donc cette musique intérieure, en fait, à mon sens, c'est une interprétation, elle viendrait en fait du fait qu'on a une stimulation très 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 importante, omniprésente de musique, et si on est en particulier intéressé par la musique, comme toute activité mentale, une activité mentale qu'on effectue dans le monde réel, dans ce qu'on perçoit dans le monde réel, elle va se retrouver dans la vie mentale à un moment. C'est-à-dire que comme on a une grande partie de nos pensées qui sont en fait des pensées internes, tout ce qui se passe à l'extérieur va potentiellement à un moment se refléter à l'intérieur. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai cité le livre de Jean-Marie Schaeffer au tout début de cette présentation, qui s'appelle L'expérience esthétique. C'est justement en fait ce lien entre ce qu'on vit dans le monde et ce qu'on revit mentalement, qui constituera en fait une expérience de perception donc de l'esthétique en général, pas juste la musique. Donc quelque part, en fait, pour en revenir aussi à l'esprit vagabond, quelque part, ces musiques intérieures, ce serait un peu comme un espèce de rêve éveillé qui berce notre conscience, c'est-à-dire une manière de nous tenir conscients par rapport à notre perception auditive, même quand il n'y a pas de vraie perception auditive, et qui pourrait jouer un rôle de régulation émotionnelle. Donc, avant de conclure cette présentation, je voudrais remercier en fait les personnes qui nous ont aidés donc, à réaliser ces études. Donc, c'est Lauren Stewart à Londres, professeur à Londres, et Roderick Houssac à l'Ontario qui s'occupait plus des aspects imagerie. Mes collègues qui étaient en thèse à l'époque, Kelly Jakubowski, qui est maintenant prof à Durham, et Georgia Floridou, qui est à Sheffield. Et ça a été financé par la fondation Leverhulme entre 2012 et 2015. Jonathan Smallwood m'a beaucoup inspiré, il est à l'université de York et c'est un expert sur l'esprit vagabond. Daniel Margulis, qui est maintenant à Paris, qui est aussi travaille sur l'esprit vagabond, mais plus sur un aspect de neurosciences cognitives, plus sur l'activité du réseau du mode par défaut. Et donc moi-même maintenant, j'ai fondé le projet Brain à l'IMT Atlantique, qui est avec Vincent Grippon et Claude Bérou, dans le département de Michel Gisécal, qui a en fait vocation à essayer de s'inspirer du cerveau pour mieux comprendre, pour essayer de faire une nouvelle génération d'algorithmes d'intelligence artificielle. Donc en s'intéressant à tous ces phénomènes spontanés comme la cognition musicale et les vers d'oreille, on essaie d'imaginer ce qu'on pourrait faire comme système qui modélise ces choses-là. Et donc je vous remercie de votre attention et je vais répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup Nicolas. Eh bien, nous avons une grosse dizaine de minutes pour quelques questions du public. Et donc, dans la salle,
Il y a Axel qui a un micro pour s'approcher de vous si vous êtes plutôt dans le haut de la salle, et moi je vous passerai le mien si vous êtes plutôt dans le bas de la salle. Donc on peut prendre les questions. Oui. Tu vas, merci beaucoup pour la présentation. Moi, je voulais faire un petit complément sur voilà, le côté complémentarité avec les zones motrices. Donc, tu citais le fait de produire de la musique, mais bon, voilà, il y a beaucoup de travaux en ethno qui montrent hein, la liaison très forte avec la danse, hein, qui est vraiment en fait la parole et l'écoute. C'est vraiment deux choses qui fonctionnent ensemble. Et si on regarde, notamment, c'est le bouquin de Gilbert Rouget, la musique est là aussi pour faire bouger des gens, et c'est pas que les gens qui la produisent finalement qui ont des aspects moteurs qui se réveillent. Moi je voulais, ça m'a fait éveiller un truc. Moi il y a une mutation, on va dire, dans l'humanité, dans la manière dont on regarde la musique ou quand on l'écoute, c'est le fait d'avoir réussi à figer une onde sonore, quoi. Donc le gramophone, maintenant le numérique. Et ça a tilté un peu pendant ta présentation parce que c'est quelque chose qui est très très peu documenté. Quel est l'impact du fait que maintenant on écoute exactement les mêmes stimuli, c'est-à-dire quasiment exactement la même forme d'onde, et on s'envoie ça dans les oreilles pendant voilà, X temps, surtout quand on adore un tel morceau. Donc tu parlais de l'arrivée d'une nouvelle... du nouvel album, bon bah là, combien de fois tu l'as écouté? Je pense que voilà, ça commence par finir par imprimer quelque chose qui, il y a une centaine d'années, était de vivre une expérience qui était complètement inimaginable. Et du coup, je me demandais si finalement, ce que tu regardes, ces vers sonores, est-ce qu'il y aurait une liaison avec le fait que finalement, on arrive à saturer notre système cognitif avec exactement ou quasiment exactement le même stimuli. Voilà, je voulais savoir si ça éveillait des choses chez toi ou dans la bibliographie que tu connais. Merci. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup pour cette question. Donc, ça éveille des choses dans la bibliographie que je connais et dans des réflexions qu'on a eues et des discussions avec les collègues. J'ai cité tout au début l'ouvrage d'Elisabeth Margolis, dont l'argument principal est celui que tu viens de donner, en fait. En fait, ça viendrait de la répétition. Le livre s'appelle On Repeat. Donc, l'argument principal, c'est ça. C'est qu'en fait, ça viendrait principalement de la répétition. Donc, je pense que c'est un argument qui permet d'expliquer une partie, en fait, de ce qui se passe. Personnellement, je pense qu'il y a d'autres choses qui se passent qui n'ont pas que lieu avec la répétition. Et donc l'argument que j'ai envie d'avancer pour montrer ça, et il y a une étude dans laquelle je n'ai pas participé, mais ma collègue Georgia Florido a participé, c'est la création, la composition, tout simplement. Donc, de temps en temps, même dans mon cas, ça m'est arrivé, je suis aussi musicien, et je m'intéresse également à l'improvisation. Donc, ça m'est arrivé d'écrire des morceaux parce que je les avais en tête. Donc après, évidemment, on peut toujours se demander est-ce que c'est une recombinaison de différentes choses qu'on a entendues, qu'on compose. Donc c'est une des choses qu'un compositeur va faire. Mais du coup, je pense qu'il y a quand même un mélange. C'est-à-dire que ce qu'on sait sur la cognition spontanée en général, sans parler juste de la musique, ce que j'ai parlé dans le terme de l'esprit vagabond, c'est le fait que le cerveau, de manière naturelle, va prendre des stimuli, les simuler pour recréer des choses en interne. Et ça arrivait déjà avant l'arrivée du gramophone, avant tout ça. Les gens composaient déjà, les gens improvisaient déjà. L'improvisation semblerait être une des formes de création les plus anciennes. Donc, je pense qu'il ne peut pas y avoir d'improvisation s'il n'y a pas de simulation mentale. Donc, si on appelle ça de manière plus globalement comme des processus de simulation mentale, le fait de créer des choses en interne. Donc l'argument est le suivant. Donc, oui, je suis d'accord que c'est une des choses peut être expliquée. Après, un des aspects peut être expliqué par la répétition, et en effet, plus on a eu la même chose répétée précisément, plus peut-être ça va ressortir. Donc il y a des arguments vraiment dans les neurosciences cognitives de l'audition, notamment les travaux de Daniel Presnitzer qui montrent qu'on est capable de mémoriser même quelque chose qui n'a aucun sens, en fait, un bruit qui a juste aucun sens mais qui est bouclé, donc une boucle sur un bruit qui se répète. On va être au bout de la troisième au bout de très peu de répétitions, par un apprentissage implicite, on va être capable de le reconnaître, en fait, que c'est le même bruit.
Donc en effet, on sait apprendre des boucles très bien. À quel point est-ce que ça participe à l'émergence, à la phénoménologie des earworms, ça reste encore pas très très clair. Mais merci. Ok, merci pour cette question et la réponse qui l'accompagne, tout de très riche. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Vas-y. Merci pour la présentation. Je voulais savoir, à la fin, vous avez dit que vous vous intéressiez à ce sujet quant à l'intelligence artificielle et je souhaitais savoir en quoi est-ce que ça serait intéressant de pouvoir reproduire ça en IA. D'accord. Donc ça reste encore... c'est assez difficile de développer les arguments sur des projets de recherche qui démarrent à peine. Mais disons que je pense qu'il y a assez peu... Il y a une historique d'inspiration du cerveau pour l'intelligence artificielle. Donc si vous connaissez un peu le domaine, vous savez peut-être notamment que les progrès récents en intelligence artificielle viennent en partie de l'inspiration du système visuel, sur la manière dont en fait, le système visuel traite l'information. Donc il n'y a pas vraiment l'équivalent qui a été fait sur le système auditif pour l'instant, parce que la majorité des progrès en IA dans la modélisation du signal auditif et la compréhension du signal auditif ont été en fait de la transposition de ce qu'on sait sur le visuel. Donc il y a beaucoup de choses en informatique qui se sont faites de cette manière-là, et c'est tout à fait pertinent, hein, mais c'est-à-dire qu'on va savoir faire des choses très bien sur les images. Qu'est-ce qu'on fait? On va transformer le son en image en faisant un spectrogramme, et on va utiliser les progrès qu'on a fait sur l'image pour analyser le son. Et c'est en effet des choses à l'état de l'art en IA sur l'audition. Ce que j'essaye de faire dans un projet qui démarre à peine là, c'est de directement s'intéresser à la manière dont le cerveau encode l'information auditive pour essayer de faire des meilleurs systèmes d'IA. Alors, quel rapport avec l'imagination? Alors ça traverse le fait de l'audition. Hein. Il y a assez peu de travaux en IA qui considèrent des propriétés de génération. C'est-à-dire le fait qu'une fois qu'on a entraîné un système d'intelligence artificielle à reconnaître des patterns, il va avoir une espèce de représentation interne de ces patterns qui lui permet, entre guillemets, de générer des nouvelles, de reconnaître des choses qu'il n'a jamais vues. Donc il y a un parallèle un peu avec le fait d'avoir ces imageries mentales, ces formes mentales qui seraient quelque part encodées dans le cerveau. Donc ce qu'on a l'ambition de faire avec de tels projets, c'est d'essayer de mieux comprendre le phénomène de génération lui-même. C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive à utiliser l'intelligence artificielle pour comprendre comment le cerveau est capable de générer de la musique sans ayant d'input auditive? Et est-ce qu'on arrive à partir de ces représentations-là à en déduire quelque chose d'intéressant pour des algorithmes artificiels? Donc, je sais que ça reste assez vague, mais bon, les grandes lignes sont les suivantes. Ok, merci. Il y avait aussi une question par là, je sais plus. Pardon? C'était la même question, d'accord. Alors, d'autres questions encore? On a le temps pour une ou deux autres questions. N'hésitez pas, hein. C'est le moment de profiter de la présence d'un spécialiste pour vous éclairer. Oui, j'arrive. Non, j'ai un micro. Merci. Est-ce que vous avez essayé de travailler sur la contagion et notamment faire une étude si un qui démarrerait un verre d'oreille et qui, au bout de la ville, quelques heures après, serait reproduit? Est-ce qu'on a alors, dans le labo, on n'a pas fait ça. Est-ce qu'il y a des études là-dessus? Je ne suis pas sûr. Là, j'ai pas d'études qui me viennent à l'esprit maintenant, mais c'est pas impossible que ça ait été fait. Après, je vois pas exactement comment on peut designer une étude pour faire ça. Mais je crois que ça a été fait plutôt du côté du groupe d'Elisabeth Margolis, justement, donc aux États-Unis. Après, j'ai pas suivi toutes les dernières recherches sur l'imagination musicale. Comme j'ai expliqué, mon focus aujourd'hui est plus sur les aspects intelligence artificielle, mais il me semble qu'il y a eu des choses un peu dans ces lignes-là. Après, ça reste assez complexe parce que c'est des dynamiques sociales. Enfin, il s'agirait d'étudier donc du coup des espèces de dynamiques sociales dans des groupes de gens. Je suis pas sûr. Enfin, ça échappe un peu au contrôle, on va dire, des démarches scientifiques habituelles. Donc, je ne sais pas exactement. Je ne peux pas donner de réponse. Désolé. Très bien. J'ai une autre question là, juste à côté. Oui, je vois pas très bien. C'est au fond ou...
Oui, bonjour et merci. Okay. J'ai une question qui prolonge une question qui vous a été posée tout de suite. Là. Oui. L'état de concentration, au contraire de distraction, a-t-il une influence sur la capacité ou non? On peut penser que la distraction fait qu'on est plus perméable, mais aussi moins concentré par nature, et donc moins apte à avoir ces vers d'oreille. Est-ce que cet état donc, de très grande concentration, donc très grande captation de l'environnement extérieur, au contraire de distraction, a une influence sur ces phénomènes? Alors donc ça, on peut formaliser cette question-là, on peut la formaliser en dehors du cadre simplement de la musique, mais juste des recherches sur les pensées spontanées, donc notamment les travaux de Jonathan Smallwood que j'ai cités. Il y a plusieurs dimensions, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le découplage perceptuel. Le découplage perceptif, c'est le fait de plus être couplé, enfin, d'avoir la perception qui n'est plus attentive face à sur l'environnement, mais qui a plus l'attention sur l'interne. Donc ça, c'est une des choses. Et cet état de découplage perceptuel, il peut arriver en étant sur la tâche ou pas sur la tâche. Donc, c'est-à-dire qu'on peut, si on fait une tâche qui est très ennuyante ou très répétitive, comme, je sais pas, faire la vaisselle, on va très souvent rentrer, quelque chose que vous connaissez sûrement, on va rentrer dans cet état de découplage, on n'appelle pas ça comme ça dans la vie quotidienne, mais c'est ça, on va probablement rentrer dans un état de découplage perceptuel, c'est-à-dire que vous ne pensez plus du tout à vos mouvements, vous ne pensez même pas à, je sais pas, à la vision de vos mains avec le liquide vaisselle, tout ça, vous commencez à penser à autre chose, à l'avenir ou de la musique, bon, peu importe, différentes choses. Donc, c'est pour répondre juste à l'aspect, il n'y a pas que la dimension haute attention, basse attention, mais il y a, en fait, c'est peut-être quelque chose qui est en lien avec le fait d'avoir des ressources cognitives qui sont libérées parce qu'on est rentré dans un mode peut-être très procédural. C'est-à-dire on sait exactement le fait de quand on conduit, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est la mémoire procédurale qui prend le relais, donc on ne réfléchit plus à ses mouvements et l'esprit peut engager son attention vers autre chose. Donc c'est une des déclencheurs, c'est un des déclencheurs des pensées spontanées, et notamment des earworms, des vers d'oreille. Mais il y a d'autres déclencheurs, donc c'est les états d'attention basse où il semblerait que les pensées spontanées ou les earworms soient plus fréquents, simplement, soient plus probables. Donc après, l'interaction précise entre les deux n'est pas forcément évidente. Et bon, la phénoménologie, c'est pas un facteur, mais c'est évidemment une combinaison dynamique et complexe de beaucoup de facteurs. Merci. Je vous propose éventuellement, s'il y a une dernière question, de la prendre. Et puis sinon, comme c'est le moment de la pause, on fera un petit break de 30 minutes. Il y a une question encore dans la salle, question brûlante, que quelqu'un regretterait de ne pas avoir posée avant de partir. Non, une fois, deux fois, trois fois. Je vous propose de remercier donc à nouveau Nicolas Farrugia pour cette excellente présentation. Merci. Merci à vous.